Bonjour à tous, bienvenue sur DigiSchool. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un exemple de correction pour le bac de philosophie. Donc là, ce sera spécifiquement pour les sujets de terminale L. Donc voilà, on va vous proposer deux sujets de dissertation pour les deux sujets de dissertation qui sont plus un commentaire. Donc rassurez-vous, la proposition qu'on va vous faire, c'est vraiment juste un exemple. Il n'y a rien qui est attendu spécifiquement pour chaque sujet. On vous demande vraiment de traiter un sujet dans sa spécificité, donc il n'y a pas d'auteur attendu, il n'y a pas de sujet type, mais voilà, ce qu'on vous propose, c'est un exemple pour vous montrer ce que vous pouviez faire, sur ces types de sujets. Donc, si jamais vraiment ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez fait, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout raté l'épreuve. Il n'y avait aucun auteur attendu et aucune façon type de traiter un sujet. Par contre, d'un point de vue purement formel, il y a certaines choses qu'il faut vraiment faire du point de vue de la méthodologie, et ça, voilà, il fallait vraiment le faire. Et donc notamment, toujours faire une introduction, toujours faire 3 parties et une conclusion. Donc ça, c'était vraiment les attentes formelles du sujet. Donc je vais vous proposer, moi, 2 corrections pour les 2 sujets de dissertation, et c'est Manon, ma collègue, qui va venir vous faire le commentaire. Donc, du point de vue de la méthode, juste on rappelle un petit peu la méthodologie pour la dissertation. Donc toujours, on a dit une intro, 3 parties, obligatoirement 3 parties, et une conclusion. C'est pas 2 parties, c'est pas 4, c'est bien 3. Et donc dans l'introduction, toujours, ce qu'il fallait vraiment faire, c'était, si vous pouviez, faire une accroche, c'est ce qui va vous permettre d'introduire le sujet, de pouvoir le réécrire comme tel. Mais l'accroche, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi commencer directement par la définition des termes du sujet. Ça, c'est très important. Il faut toujours bien définir les concepts qui sont en jeu. Après cette définition des concepts, c'est ce qui va vous permettre d'amener la problématisation. À partir de l'explication des notions, vous allez amener c'est ce qui va vous amener à la problématique. Donc, vous allez arriver à cette problématisation. Le problème que vous allez poser, ça va vous permettre de montrer que la question, elle ne se suffit pas à elle-même, qu'elle ne peut pas être juste analysée. On ne peut pas juste y répondre par un simple oui ou par un simple non. Ça va légitimer le raisonnement que vous allez faire ensuite. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez proposer un plan à partir de l'annonce que vous ferez à la fin de votre introduction. Donc voilà, accroche, définition, problématisation, annonce de plan. Donc, on va commencer. On avait comme premier sujet cette année, la culture nous rend-elle plus humains ? Donc la culture, c'est une notion que vous avez au programme. Ça fait partie du gros thème général de la culture. Et donc là, la question, c'était de savoir si la culture, on verra dans quel sens on peut l'entendre et les différentes définitions qu'on peut apporter au terme de culture, si donc la culture nous rend plus humains. Donc, l'erreur à ne pas faire, justement, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la distinction entre nature et culture. Elle est fondamentale, vous pouvez la réutiliser dans votre dissertation, mais il faut bien prendre en compte la spécificité du sujet. Vous ne pouvez pas juste reprendre votre cours, la distinction entre nature et culture, et la calquer sur le sujet. Donc bien prendre en compte la spécificité du sujet. La culture nous rend-elle plus humains ? Il faudrait donc déjà commencer par définir le terme de culture. La culture, par opposition avec la nature, comme première définition globale pour problématiser votre sujet, vous pouviez dire que la culture, c'est l'ensemble des activités et des attributs humains qui ne viennent pas de sa nature, mais qui sont des acquis de la société. Donc ce qu'il acquiert par son intégration dans la société. Donc la culture, en ce sens, ça peut devenir un processus par lequel l'homme dépasse sa nature humaine, ses caractéristiques propres à son espèce, pour améliorer cette nature première et pour acquérir des capacités qui lui sont propres. Donc voilà, à partir de cette définition, on peut commencer à problématiser en se demandant si la culture, dans le sens général qu'on a posé jusqu'à présent, est capable de nous humaniser. Comment est-ce qu'on peut entendre cette humanisation, le fait de se rendre plus humain ? On peut partir de l'idée que se rendre proprement humain,
si la culture nous rend proprement humains, ce serait grâce à un développement, ce serait par un développement des capacités humaines, donc des capacités proprement humaines, mais on peut se demander en fait si le fait de devenir humain, de dépasser cette nature première, ça nous fait acquérir aussi un certain perfectionnement moral. Et ça, c'est pas évident. Et donc, j'en pense qu'on pouvait problématiser à partir de ça, de dire la culture, en tant que développement des capacités humaines, nous permet de devenir humain, proprement humain, c'est-à-dire de dépasser l'animalité, mais on peut se demander si elle peut nous rendre proprement moral, c'est-à-dire d'être perfectionné d'un point de vue moral. Voilà. Donc ça, voilà, on a vu donc pas se concentrer uniquement sur la distinction nature-culture. Là, vous avez la définition qu'on peut trouver de la culture. Et donc ça, c'est la problématique que vous pouviez poser à la fin de votre introduction, avant d'annoncer le plan. La culture renforce-t-elle ou fragilise-t-elle notre humanité? C'est la question qu'on peut se poser. Et à partir du coup de la distinction qu'on a fait entre le perfectionnement, entre la sortie de l'animalité et le progrès moral, on peut se demander quelle facette de notre humanité la culture est-elle capable de renforcer? Donc, à partir de cette problématique, vous pouviez encore une fois avoir plusieurs façons de traiter ce sujet, de traiter cette problématique. Proposition de plan. Dans un premier temps, on peut voir que, que la culture, c'est ce qui nous fait passer de l'animalité à l'humanité. La culture, donc on va l'entendre dans un sens plutôt global. La culture, ça peut être le travail, ça peut être l'art, ça peut être la technique. Ce sont donc toutes ces activités qui vont nous permettre de sortir de l'animalité. Donc on va voir en quoi ça nous fait passer à l'humanité. Mais dans un deuxième temps, on va voir que ce passage de l'animalité à l'humanité, ne nous rend pas pour autant plus humains, dans le sens où ce n'est pas une nécessité que nous arrivions à une humanité plus morale, grâce à la culture. Donc il va falloir interroger ce passage de l'animalité à la moralité véritable par la culture. Et donc dans un troisième temps, on va voir que si la culture doit nous rendre moraux, si la culture peut nous rendre plus humains dans le sens de plus bienveillants et plus respectueux envers autrui, il faut voir dans quel sens cette culture en fait, voilà, peut nous rendre plus humains et plus moraux. Et donc, si cette culture peut nous faire sortir de l'ethnocentrisme et du barbarisme, et si par la culture dans le sens des beaux-arts, dans le sens des humanités, peut parvenir à réaliser ce rôle, finalement. Donc ça, voilà. Donc, on vous laisse le plan pour que vous puissiez voir l'orientation. Donc, on va dérouler ensemble le plan. Quel auteur est-ce qu'on pouvait utiliser pour traiter cette première question? Donc la question, on la rappelle, c'est la culture la culture nous rend-elle plus humains? Donc elle nous rend plus humains dans le sens où elle nous fait sortir de l'animalité. Donc quel auteur est-ce qu'on pouvait utiliser pour argumenter cette hypothèse? On pouvait partir par exemple de Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, qui propose un mythe qui s'appelle, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et donc Hegel pose l'idée que suite à un combat fictif entre deux hommes qui cherchent vraiment qui cherchent à accéder à la conscience de soi par un combat, suite à un combat entre deux hommes fictifs, il y en aurait un qui deviendrait esclave et l'autre maître, puisque l'un aurait pris l'ascendant sur l'autre. Et à partir de là, donc dans cette relation entre un maître et un esclave, l'esclave serait contraint de travailler pour le maître. Donc c'est lui qui travaillerait à satisfaire ses désirs. Donc à partir de cette situation fictive, on voit que l'esclave, à partir du moment où il travaille, il renonce à satisfaire lui-même ses désirs, ou du moins à les satisfaire immédiatement, et il entre dans une forme de médiation avec la nature. Et avec lui-même au final, puisqu'il renonce à satisfaire ses propres désirs, il doit travailler pour satisfaire les désirs de son maître. Et en fait,
non seulement il sort de cette espèce d'animalité, cet aspect animal de l'homme qui va chercher toujours à satisfaire ses besoins de manière immédiate, parce que justement ses besoins et les désirs le poussent à se satisfaire immédiatement. Et donc grâce au travail, il introduit une médiation entre lui et la nature et entre lui et lui-même, puisqu'il repousse la satisfaction de ses désirs, il repousse voilà, la pulsion première et animale qui peut apparaître en lui. Donc en fait, c'est grâce au travail, donc, qui est un attribut de la culture, que l'homme peut sortir de cette animalité. Donc c'était voilà, une façon dont vous pouviez traiter le sujet grâce à Hegel. On peut utiliser Hegel, mais on peut aussi utiliser Freud. Freud, donc pas forcément dans l'aspect purement psychanalytique de l'introduction à la psychanalyse, mais plus dans son ouvrage qui traite de la civilisation, donc dans le malaise de la culture. Donc Freud nous permet aussi de penser le passage de l'animalité à l'humanité grâce à la culture, mais là d'un point de vue plus sociétal. Pour Freud, la culture va permettre un renoncement pulsionnel chez l'enfant. Quand l'enfant est intégré dans la société, quand il est en interaction avec ses parents et avec les autres individus de la société, il a certaines pulsions, il veut satisfaire ses désirs, mais la société lui interdit. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc la culture, c'est tout cet ensemble de règles et d'interdits que les parents d'abord et la société en général vont imposer à l'enfant pour qu'il renonce à ses pulsions. Et donc, dans ce sens, on voit bien que la culture, donc en tant qu'interdit et règles sociales, vont venir donc, faire en sorte que l'enfant ne soit plus dans la volonté de satisfaire ses désirs immédiatement. Et donc, il va renoncer à son animalité pour du coup être pleinement intégré à la société, pour pouvoir, pour convenir aux impératifs que la société lui impose. Et donc c'est ce passage de l'animalité à l'humanité que permet la culture, donc que ce soit par le travail ou par les règles et les interdits. Voilà, donc vous aviez là 2 auteurs pour traiter le fait que la culture, elle nous rend proprement humains. Donc il est là de distinguer le fait d'être humain et le fait d'être voilà, plongé dans l'animalité. Voilà, donc mais à partir de là, donc c'est notre première partie, on n'a pas vraiment répondu encore au problème et on n'a pas vraiment répondu à la question proprement, puisque la culture, certes, on vient de le voir, nous rend humains, mais est-ce qu'elle nous rend plus humains? C'est-à-dire, est-ce que la culture nous fait accéder à l'humanité, mais c'est-à-dire proprement à l'humanité en tant que nous sommes des êtres moraux? Donc, on peut se demander si la culture, elle nous rend véritablement moraux. Ici, il faut vraiment insister sur le terme « plus humain ». Elle ne nous rend pas simplement humains, elle nous rend plus humains. C'est-à-dire que on peut se demander si la culture, elle produit un changement quantitatif. Donc on acquiert des savoir-faire, on acquiert des capacités techniques par le travail, on acquiert des connaissances par l'art, une certaine... Voilà. Mais est-ce qu'elle produit aussi un changement qualitatif? C'est-à-dire, est-ce qu'on devient des êtres... bienveillant à l'égard d'autrui et donc plus humain à l'égard d'autrui? C'est la question qu'on peut se poser. Donc pour répondre à cette question, on peut commencer par se servir de Platon pour montrer que par la culture, grâce à la culture, les individus vont entrer en communauté. Ils vont vivre en commun et donc ils vont nouer des relations entre eux. Donc là, on peut se fonder sur le 2e livre de la République où Platon montre que par le travail, les individus sont nécessairement obligés d'entrer en communauté entre eux parce qu'il vaut mieux être spécialiste dans un travail et entre nous s'échanger les biens dont on a besoin, donc entrer en communauté plutôt que d'être chacun dans son coin et se développer tout seul. Mais à partir de là, on entre dans une communauté d'intérêt et on n'entre pas forcément dans une communauté morale. Et donc la culture, le travail, le développement technique ne nous permet pas forcément d'être plus humains, c'est-à-dire d'être moraux. Donc comment est-ce qu'on peut concevoir le fait de passer d'une communauté d'intérêt par la culture à une communauté proprement morale? Et donc est-ce que ce passage est forcément nécessaire avec la culture? C'est la question qu'on peut se poser. Et donc
une des façons de répondre à cette question, c'est de dire que pas nécessairement en fait. La culture ne produit pas forcément ce passage à la moralité. Et là, on pouvait se servir notamment de Kant, donc de la 7e proposition, de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Donc dans cette partie, Kant se demande comment est-ce qu'on pourrait avoir un État mondial et faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre les pays. Et Kant montre que si cet État mondial est impossible encore aujourd'hui, c'est parce que les individus, ils ne sont pas encore pleinement moraux. Et donc Kant, dans cette proposition, montre qu'il faut distinguer entre le fait d'être civilisé, le fait d'être policé, c'est-à-dire d'être convenable en société, et le fait d'être proprement moral. Donc vraiment de respecter autrui. Et donc en fait, on peut vraiment partir de Kant pour montrer que dans la culture, on peut être quelqu'un de très cultivé, on peut être quelqu'un même d'extrêmement poli, d'être dans la politesse, mais ça n'impliquera pas forcément le fait d'être moral. Et donc de considérer l'autre comme une fin en soi, et non plus comme un moyen d'être bienveillant et respectueux envers lui. Et donc à partir de là, la culture ne produit pas nécessairement la moralité. On pouvait aussi se servir de Rousseau, qui fait une distinction intéressante entre la politesse et la moralité, et en montrant que finalement, la politesse est plutôt le masque de l'immoralité. Puisque plus on est civil, plus on est policé en société, et plus on aura tendance à légitimer le fait de ne pas être véritablement moral. Donc voilà, c'était 2 façons que vous aviez de répondre à cette question. Donc la culture ne nous rend pas nécessairement plus humains, c'est-à-dire tourner vers le respect d'autrui. Voilà. Mais donc, on n'est pas, ce serait dommage d'en rester là et de se contenter de dire que la culture peut toujours nous faire être égoïstes et donc pas forcément moraux. Et donc au-delà de la moralité et du fait d'être plus humain, on peut considérer que sans pour autant être toujours dans la civilité et dans la politesse, la culture d'une certaine façon, elle peut nous rendre plus humains dans le sens où elle peut nous rendre tolérants face aux autres cultures. Et ça, c'était une autre façon de dépasser le problème du rapport entre la culture et le fait d'être plus humain, puisque la culture, entendue dans le sens des humanités, dans le sens des beaux-arts, où on va s'intéresser à ce que d'autres cultures peuvent produire comme forme artistique ou technique. Donc le fait de s'intéresser à la culture d'autres pays peut nous faire renoncer à considérer notre propre culture, c'est-à-dire nos us et coutumes, comme la seule culture valable. Et donc à ce propos, on peut se servir de Lévi-Strauss pour montrer qu'en fait, oui, il faut renoncer à l'ethnocentrisme et au barbarisme. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à considérer notre culture comme la seule qui vaille, comme la plus morale, comme la plus humaine. C'est ce qui va nous rendre finalement plus humains, dans le sens où on va considérer les autres non plus comme simplement des sauvages, mais comme d'autres façons de concevoir la culture à nouveau frais. Et donc là, vous pouvez vous fonder sur des passages de Race et Histoire, donc l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss, qui permet de vraiment d'introduire des concepts assez forts comme le concept d'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme pour Lévi-Strauss, c'est le fait de considérer que sa propre culture vaut de manière universelle, que c'est la plus morale, que c'est la plus humaine, et que les autres cultures, celles qui sont différentes, sont finalement des cultures de sauvages, des cultures de barbares, et que finalement les personnes qui sont soumises à cette culture sont considérées comme des inférieurs sont inférieurs d'un point de vue du progrès civilisationnel. Et donc, à partir du moment où, ce que montre Claude Lévi-Strauss, c'est qu'à partir du moment où on est ethnocentrique,
on considère les autres comme des barbares. Et à partir du moment où dans notre propre vocabulaire, on a ce concept de barbarie, on considère que l'autre est un sauvage, on devient nous-mêmes un barbare parce qu'on refuse à l'autre le fait d'être un homme. On ne le considère plus comme un homme à part entière qui doit être respecté. Et donc dans ce cas-là, ça nous permet aussi de montrer que la culture, dans ce sens-là, la culture considérée d'un point de vue ethnocentrique, elle nous rend moins humains, puisqu'on dénigre l'humanité aux autres hommes. Et donc pour conclure cette partie, on pouvait montrer que finalement, le fait de s'intéresser à la culture, donc du point de vue des beaux-arts, de s'intéresser à toutes les cultures, permettait de remettre en cause cette tendance un petit peu ethnocentrique qu'on peut avoir par rapport à notre culture. Et donc là, on pouvait se fonder sur un article, sur l'abécédaire de Deleuze, par exemple, à l'entrée C comme culture, donc c'est un article sur la culture, où il distingue entre le spécialiste et l'homme cultivé. Et donc l'homme cultivé, contrairement au spécialiste, le spécialiste qui va vraiment se concentrer et savoir un fond, un sujet, l'homme cultivé, c'est celui qui va un peu plus papillonner entre les différents domaines de savoir. Et donc le fait d'entretenir sa culture, de développer sa culture artistique et technique à partir d'autres cultures, c'est ce qui va permettre vraiment de remettre en cause cet ethnocentrisme et donc de ne pas être spécialisé dans notre culture, dans nos beaux-arts, dans nos techniques. Voilà, une proposition de plan et de raisonnement que vous pouviez élaborer à partir de la question, ce qui vous permettait aussi de faire varier la définition de la culture, la définition de plus humain, et donc d'arriver à une conclusion. Donc on pouvait conclure en reprenant les 3 temps de la dissertation, en rappelant que oui, la culture, ça nous rend proprement humains, mais qu'elle ne nous rend pas forcément plus humains dans le sens d'un perfectionnement moral, mais que finalement, ce perfectionnement moral était rendu possible par une conception de la culture fondée sur une conception de l'humain comme n'étant pas un sauvage. Voilà. Donc, on posera les questions pour la dissertation après les 3 sujets. Vous pourrez poser vos questions pour voir si vous pouviez intégrer d'autres choses, donc on répondra à vos questions après. Le deuxième sujet, c'était peut-on renoncer à la vérité? Donc là, la vérité, c'est un concept qui se trouve dans la catégorie la raison et le réel. Donc c'était un thème dans ce programme-là. Donc là, ici, quand on tombe sur le sujet, la première chose à voir pour analyser le sujet, c'était vraiment de se dire, l'important ici, c'était le peut-on. Donc peut-on, c'est à la fois la possibilité, la capacité qu'on peut avoir à faire ça, mais c'est aussi la légitimité. Donc est-ce qu'on a la capacité de renoncer à la vérité? Donc ça c'est la première question qu'on peut se poser. Mais est-ce qu'on doit renoncer à la vérité? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'un tel renoncement est légitime? Donc là, c'était vraiment les deux questions qu'il fallait se poser à partir du peut-on. Donc ça c'était au moment de l'analyse du sujet et vous allez le retrouver dans votre dissertation. Donc comme on a dit, il fallait commencer par définir les concepts. Peut-on renoncer à la vérité? Il faut déjà spécifier ce que c'est la vérité, parce que c'est à partir de la définition de la vérité que vous allez pouvoir problématiser. Donc dans son sens traditionnel, la vérité, c'est l'adéquation entre notre pensée ou notre discours et le réel. Donc on pense cette adéquation comme le fait de... Voilà, ça peut être, on formule un jugement, la Terre est ronde, la Terre tourne autour du Soleil, voilà, c'est notre pensée, notre discours et le réel. Donc les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles sont réellement. Peut-on renoncer à la vérité? Pour problématiser cette question, il faut partir de l'idée qu'il y a plusieurs façons de concevoir la vérité. Il y a certaines choses qui nous apparaissent comme des évidences, qui s'imposent à nous. Donc ça peut être des vérités de fait. Ce sont des choses qui vraiment, elles nous apparaissent d'un coup et on se dit oui, ça c'est une évidence, c'est vrai, c'est la vérité. Et donc
ces évidences voilà, sont si claires et distinctes qu'on ne peut pas faire autrement que de les accepter comme des vérités. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit que c'est problématique de dire qu'on pourrait renoncer à la vérité, qu'on aurait la capacité de renoncer à la vérité, puisque ces vérités s'imposeraient à nous. Mais il y a d'autres façons de concevoir, la vérité. Et même si on peut s'illusionner ou se mentir à soi-même pour dépasser ces vérités qui s'imposent à nous, il semble qu'il y ait d'autres façons de concevoir la vérité. Et notamment dans le domaine scientifique, la vérité, c'est quelque chose qui est construit. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à moi de façon évidente. C'est quelque chose qui est construit. Et du coup, elle doit être construite et puis elle doit aussi être ratifiée par toutes, c'est-à-dire que la vérité doit être conçue comme une intersubjectivité. C'est un concept un peu compliqué, mais en fait, il faut que tout le monde soit d'accord pour arriver à cette même vérité. Et à ce moment-là, ce sera conçu comme une vérité. Et donc, si donc les vérités ne sont pas toutes évidentes, on peut renoncer à la vérité, mais la question reste alors de savoir si ce renoncement est légitime et dans quelle mesure le fait de renoncer à la vérité peut être acceptable. Est-ce qu'on peut renoncer à la vérité pour préférer l'opinion, pour préférer les évidences premières qui ne sont pas reconnues par tous? Mais est-ce qu'on peut aussi est-ce qu'on doit aussi refuser la vérité, c'est-à-dire la vérité dogmatique, et ne pas introduire aussi un petit peu de scepticisme dans tous les jugements qu'on peut faire sur les choses, et notamment en sciences? Voilà, donc proposition de plan. Une façon de répondre à la question, on commence par la capacité. Peut-on renoncer à la vérité? Donc oui, dans un premier temps, on peut dire qu'on a la capacité de se réfugier dans l'illusion ou le mensonge, c'est-à-dire que les choses nous apparaissent comme des évidences, comme des vérités qu'on ne peut pas nier, mais on les refuse parce qu'elles font trop de mal. Et donc là, on a vraiment la capacité de s'illusionner et de renoncer à la vérité. Mais finalement, on peut donc, après cette première partie, pour montrer qu'on a la capacité de renoncer à la vérité, on peut se demander si on doit renoncer à cette vérité. Et donc dans ce cas-là, ce sera l'occasion de distinguer entre l'opinion et la vérité, et de montrer que finalement, il y a toujours cette exigence de la vérité, notamment dans la connaissance scientifique, mais dans la connaissance en général, puisque finalement, le fait d'accéder à la vérité, et donc de raisonner, de construire la vérité, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être rationnel, en tant qu'être raisonnable, et en tant qu'individus qui veulent partager une même communauté de savoir, en fait. Donc, ne faut-il pas, du coup, toujours chercher la vérité et refuser de renoncer à cette vérité qui nous constitue en tant que proprement humains. Et on pourrait finir par une troisième partie un peu plus spécifique sur la vérité scientifique en tant que telle, et en montrant qu'il faut que pour accéder à un savoir commun, donc dans le milieu scientifique, il faut renoncer à une certaine conception de la vérité qui est dogmatique. Et donc, pour qu'il y ait un savoir commun, il faut renoncer à une vérité dogmatique, c'est-à-dire devenir sceptique dans nos recherches. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, alors, mince, bon. La première façon de répondre à la question, c'est de se dire qu'on peut renoncer à la vérité en tombant dans l'illusion ou dans le mensonge. Donc là, il s'agit d'opposer la vérité comme quelque chose qui est évident, quelque chose comme les faits qui se présentent à nous de façon évidente et qu'on ne peut pas nier, ou du moins qu'on peut nier, mais en tombant, en s'illusionnant ou en mentant. Donc là, vous pouviez partir, donc il fallait d'abord déjà définir la vérité en tant qu'adéquation entre notre pensée, entre notre représentation et la réalité telle qu'elle est. Et du coup, la distinguer de l'illusion et du mensonge. Donc l'illusion, c'est le fait l'illusion, c'est le fait de renoncer à la vérité, de proposer une contre-vérité qui soit complètement opposée à celle que l'ensemble des autres personnes ratifient, finalement.
Vous pouviez faire une sorte d'analyse à partir de l'expression se mentir à soi-même. Le fait de se mentir à soi-même, est-ce que c'est possible ou pas? Puisque le fait de mentir nécessite de connaître la vérité, puisque mentir, c'est tromper l'autre tout en sachant la vérité. Donc est-ce que quand on cherche à renoncer à la vérité, on se ment à soi-même, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'illusion? Et donc dans ce cas-là, si vous tranchez pour l'illusion, il faut montrer que le fait de renoncer à la vérité, c'est le fait de ne plus vouloir la connaître en tant que telle, et donc de s'illusionner et de ne plus considérer la vérité telle qu'elle est réellement. Et donc là, vous pouviez partir d'exemples littéraires, comme par exemple Emma Bovary de Flaubert, qui elle renonce complètement à la vérité en partant du coup dans ses illusions littéraires, dans une illusion littéraire, ou encore de Don Quichotte de Cervantes, où vraiment le personnage de Don Quichotte va complètement refuser la réalité, c'est-à-dire qu'il va refuser d'accorder sa représentation des choses avec celle de l'ensemble du monde. Il y a le personnage, son valet, qui peut être aussi intéressant, puisque lui, on ne sait pas vraiment s'il ratifie, s'il renonce à la vérité pour suivre son maître, ou si justement il est un petit peu dans cet entre-deux. Mais le personnage de Don Quichotte est vraiment dans l'illusion totale, où il se conforte lui-même dans cette illusion pour renoncer à... Pour ne pas être dans cette vérité qui finalement est très décevante. Et donc généralement on peut dire que la vérité, puisqu'elle fait mal, elle est décevante. Donc tout ce qui fait que on cherche à renoncer à la vérité. Donc là, il fallait insister vraiment sur la capacité à renoncer à la vérité. Donc dans cette première partie, cette capacité, elle est possible. On peut vraiment s'illusionner et renoncer à voir la vérité. On peut nuancer le propos à la fin en se servant de Sartre, en montrant que ce renoncement, il n'est pas total, puisqu'en renonçant, le renoncement n'est pas total, puisque finalement, il y aurait toujours l'idée que la vérité, certaines vérités sont quand même évidentes, et même si on s'illusionne, au fond de nous, on connaît toujours la vérité, et du coup, on pouvait se fonder sur le concept de mauvaise foi de Sartre, pour montrer que certaines choses, que le monde en tant que tel a une réalité donnée, il nous transmet une vérité à laquelle on ne peut pas renoncer aussi facilement. Et donc celui qui s'illusionne est plus dans la mauvaise foi que dans l'illusion véritable. Voilà. Dans un deuxième temps, vu qu'on a vu qu'on pouvait renoncer à la vérité, qu'on avait la capacité de renoncer à la vérité, on peut se demander s'il faut renoncer à la vérité. C'est-à-dire si on peut légitimement procéder à un tel renoncement. Et donc là, on pouvait se fonder sur plein d'auteurs pour répondre à cette question. Donc d'un point de vue purement scientifique, enfin pas scientifique, mais du point de vue de théorie de la connaissance, on pouvait se demander s'il faut renoncer à la vérité. Ici, on peut distinguer la vérité de l'opinion. Donc l'opinion, c'est vraiment cette adhésion de l'esprit qui est fluctuant. Donc on adhère à une idée parce qu'elle se présente comme ça à nous. On n'est pas vraiment impliqué dedans, on n'est pas engagé, elle n'est pas issue d'un raisonnement. Et du coup, on peut préférer l'opinion à la vérité, puisque comme on l'a dit, l'opinion, elle est dure et elle nous engage. Donc là, on peut préférer l'opinion, mais est-ce qu'il faut la vouloir nécessairement et non pas vouloir la vérité? La vérité, la vérité telle que... On va essayer de défendre l'idée que la vérité, elle peut être préférable à l'opinion, puisqu'elle est vraiment issue d'un raisonnement. La vérité, elle va être construite. Elle n'est pas évidente. Certaines vérités ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas données immédiatement par les sens. Il faut qu'elles soient le résultat d'un raisonnement, d'un travail de l'esprit et même d'un travail entre des gens, entre des personnes, entre des chercheurs, pour arriver à construire une vérité qui soit commune à tous. Et donc, si on peut préférer la vérité à l'opinion, c'est parce qu'elle nous constitue en tant qu'être humain véritable, puisqu'elle met en jeu notre raisonnement et pas le fait qu'on soit juste dans l'acceptation d'opinions déjà toutes faites. Et donc, il y a une vraie exigence de vérité qui peut être définie à partir de là. Donc là, vous pouviez utiliser La caverne de Platon
de montrer, donc dans la République, de montrer que à partir du moment où l'esclave ou le prisonnier sort de la caverne, où on lui a enlevé les chaînes, c'est un travail long et laborieux, mais au moment mais ça en vaut la peine. Donc vous insistez sur l'aspect d'activité où il faut vraiment construire la vérité, elle est l'effet d'un raisonnement. Vous pouvez aussi se servir de Descartes, qui montre la nécessité de rejeter les opinions de l'enfance pour construire, pour arriver à savoir à partir d'évidences premières, mais donc la vérité, elle est aussi issue d'un raisonnement et d'une déduction. On pouvait aussi utiliser Kant, qui considère que les jugements qu'on fait sur les choses deviennent des vérités à partir du moment où ce sont des jugements qui sont produits par nos concepts de l'entendement en fait. Et donc l'entendement, c'est quelque chose qu'on partage avec tous les êtres humains. Donc à partir du moment où on fait appel à ces catégories de l'entendement, on va pouvoir arriver à une vérité universelle puisque voilà, ce sera quelque chose qui sera partagé par tous. Voilà, donc montrer vraiment que d'un point de vue théorique, il ne faut pas renoncer à la vérité. Et donc dans un troisième temps, on pouvait d'une certaine façon retourner la question en disant qu'il ne faut pas renoncer à la vérité pour l'opinion, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus ratifier à la vérité de façon dogmatique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il faut renoncer à une certaine conception de la vérité. Et donc de la vérité comme vérité dogmatique, c'est-à-dire dans le sens où la vérité, en science notamment, elle n'est pas absolue et atemporelle. C'est-à-dire que les scientifiques, de manière générale, sont sceptiques. Donc là, on pouvait opposer la vérité, donc le dogmatisme et le scepticisme. Donc le dogmatisme, c'est vraiment une foi aveugle dans nos connaissances, dans la vérité, tandis que le scepticisme, entendu comme scepticisme modéré et non pas scepticisme absolu, c'est de dire, bah voilà, il y a de l'incertain, on peut remettre en cause les conclusions auxquelles on arrive et rien n'est jamais absolument certain et on ne peut pas arriver à une définition, à une vérité fixe et immuable. Et donc là, on pouvait se servir de Popper pour soutenir cette idée en montrant que la plupart des scientifiques, selon Popper, sont sceptiques, c'est-à-dire qu'ils renoncent à une conception de la vérité dogmatique, ils renoncent à l'idée que les théories qu'ils vont proposer sont entièrement immuables, elles vont constituer le savoir pour des générations et des générations, et voilà. Et donc on n'aura plus besoin d'y penser, ce seront des vérités immuables. Donc ce qui montre Popper, c'est que à l'image de Newton et de Einstein notamment, les scientifiques considèrent toujours que leurs théories sont provisoires. Elles nous permettent du coup de définir. Elles nous permettent du coup d'expliquer les phénomènes, les relations que les phénomènes entre eux grâce à des observations et des expérimentations, mais pour autant, elles ne vont pas venir proposer un discours définitif. Il y a toujours d'autres théories qui vont pouvoir être remplacées, et donc c'est grâce à ce remplacement des théories entre elles, qui vont constituer une certaine amélioration du savoir scientifique, et bien la science va progresser par renouvellement des théories. Et donc, à partir de là, il faut forcément qu'on renonce à l'idée de vérité dogmatique, sinon on ne pourra jamais faire progresser le savoir et on ne pourra jamais renouveler nos connaissances et nos théories scientifiques. Donc voilà, c'était aussi une manière de spécifier l'idée de vérité et de montrer que d'un point de vue scientifique, les vérités scientifiques, elles ne peuvent pas être dogmatiques, et donc c'était une façon de montrer qu'on doit renoncer à une vérité absolue dans une certaine mesure. Voilà. Donc, moi j'en ai fini avec vous pour les sujets de dissertation. On va maintenant passer aux commentaires de texte, et donc c'est Manon qui va vous présenter tout ça.
Bonjour, donc moi c'est Manon, je vais vous expliquer comment on pouvait faire pour le texte. Du coup, Schopenhauer, le monde comme volonté, comme représentation. Rapidement. Donc c'est un texte sur l'inconscient, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas de soi-même, la mauvaise foi, ce qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même, et la honte, le fait d'être mal à l'aise devant soi-même. Et on pouvait prendre cette problématique parmi d'autres, mais c'est une problématique pour explorer le texte. Nous voulons nous valoriser à nos propres yeux, mais certaines passions que nous avons sont basses et honteuses. Comment l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes empêche-t-elle d'avoir accès à une véritable connaissance de soi? Donc il y avait des erreurs à éviter, comme dans tous les textes, à savoir paraphraser, on redit tout ce que dit l'auteur, oublier de commenter une partie du texte, ça il fallait pas. Ensuite, donner son avis personnel sur ce que dit l'auteur. Je ne trouve pas qu'il a raison. Bon, voilà, on évite. Donc la première partie, c'était vraiment le premier paragraphe. C'était surtout les désirs et les souhaits. Donc on peut voir que dans la phrase, on va dire la première phrase, le mot souvent, le mot nous, ça montre vraiment une expérience universelle qui concerne tout le monde. Et il parle aussi, donc dans la phrase suivante, d'une révélation dangereuse pour notre amour-propre. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Savoir nos souhaits réels et véritables, ça peut être dangereux pour l'image qu'on a de soi-même, parce qu'on a envie de s'apparaître à soi-même, on va dire valorisé, d'avoir une bonne image de soi-même, mais là, ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a quand même une réalité, toute une réalité cachée, souterraine, inconsciente. Et on peut voir aussi dans cette structure-là qu'il y a une espèce de dualité entre dans le moi, entre l'intellect, la conscience, donc ce qui est conscient, ce qui est intellectuel, et ce qui est caché. Donc par exemple, il parle de quelque chose qu'on ne veut pas savoir, qu'on le souhaite. Donc par exemple, si je veux que mon concurrent fasse faillite, c'est quelque chose d'immoral, donc je ne vais pas me l'avouer à moi-même que c'est ce que je veux. Ensuite, dans la phrase suivante, il nous dit là que nos sentiments, finalement, ils nous trahissent. Ce sont eux qui mettent la lumière sur nos désirs véritables. Et ça, nous n'y pouvons rien. Donc par exemple, il y a la mort de quelqu'un, c'est une chose triste, mais finalement, la cupidité prend le dessus. Et voilà, on peut tricher avec notre intellect, mais pas avec nos passions, quoi. Elles apparaissent vraiment dans ce texte plus sincères et plus vraies que l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a du mensonge par rapport à soi-même, il y a de la tricherie, de la malhonnêteté à cause des convenances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est convenable ou pas de penser, de faire. Et on veut correspondre à ces convenances. Et là, on pouvait penser par exemple sur ce thème de l'inconscient, au cas de Freud, le cas Elisabeth, où c'est une femme qui a des symptômes psychosomatiques. C'est-à-dire, je crois qu'elle a des problèmes aux jambes et tout ça, parce qu'elle ne veut pas s'avouer elle-même qu'elle est amoureuse de son beau-frère. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même, les désirs, les souhaits. Ensuite, dans la deuxième partie du texte, là, il va être plutôt question des craintes. Par exemple, la peur d'être abandonné, on ne veut pas s'avouer à soi-même. Et là, on retrouve les mots nous, les mots souvent. Donc ça fait un parallèle avec le début de la première partie. Donc toujours sur cette dimension universelle. Et là, il y a le mot courage. Donc avec ce mot, il y a une dimension morale quand même qui rentre en jeu. Qu'est-ce qui s'oppose au courage? C'est la lâcheté. Donc celui qui ne sait pas quels sont ses véritables souhaits et craintes, qui se cache à lui-même la vérité par manque de tempérament et par faiblesse morale, il est lâche. Il n'est pas assez fort pour faire face à la vérité. Et alors qui c'est qui vient nous révéler la tromperie? C'est le hasard. Donc il y a quand même un caractère aléatoire de la connaissance de soi. On a aussi le mot mystère, c'est-à-dire c'est en nous, ces sentiments-là, mais ça se passe sans nous, on n'y a pas accès, il y a un moi dédoublé. Donc ça révèle aussi la force de l'amour-propre, qui arrive à enlever de notre regard des pans entiers de notre intériorité, quoi. Par exemple, on peut penser au fait qu'on peut donner aux pauvres en se disant « oh, je suis bon, je le fais par générosité », alors qu'en fait, on le fait parce qu'on a envie d'être bien vu, quoi. Voilà. Ensuite, dans la phrase suivante, il y a de nouveau une dimension morale qui entre en jeu, avec le mot « oser » et le mot « bonne opinion » quand même. Donc c'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'il y a une vanité, il y a un orgueil de l'esprit humain.
il veut cacher à lui-même ses défauts et mettre en valeur ses qualités. Dans le mot de mépris aussi, on peut voir qu'il y a quand même une erreur, c'est-à-dire que l'esprit, il arrive vraiment à se duper lui-même. Mais on a aussi la phrase « l'esprit n'ose pas se l'avouer ». Donc ça veut dire que quand même, d'une certaine façon, il le sait. Il le sait, mais tacitement, inconsciemment. Ensuite, dans la phrase suivante, donc, il parle de voilà, une certaine action. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, une action dont on peut avoir honte. Par exemple, on a envie de tuer quelqu'un qui nous empêche d'arriver à nos fins. Là, le tableau qu'il dépeint de l'humain est très négatif. Parce que ce qu'on pense être des raisons donc, du domaine rationnel moral, des raisons morales, on se pense avoir de la moralité, avoir un désir de justice et de bien, et bien tout ça c'est que de la lâcheté, c'est que de la crainte ou un désir honteux. Et cette honte de soi empêche d'être sincère. Ici, la moralité, ce n'est qu'une excuse. C'est un prétexte, en fait, pour venir cacher la lâcheté. Les raisons morales, ce sont ces beaux habits sous lesquels se cache une vérité misérable, l'envie d'alimenter son amour-propre et la cupidité, la vanité, autre orgueil, enfin, autre défaut. Donc ensuite, on peut passer à la conclusion, en disant que dans ce texte, on voit qu'il y a un conflit interne entre l'image de soi, l'amour-propre, destiné à se valoriser lui-même, à combler son orgueil, et d'un autre côté, la sincérité par rapport à soi, le fait d'avoir une image de soi qui correspond au réel. En fait, le fait d'être un avec soi-même, de faire unité. Ici, on voit que le moi, il est divisé. Il y a d'un côté celui qui est lâche, qui se croit mu par des raisons morales, et celui qui craint, qui désire des choses honteuses pour les convenances morales. Voilà, merci.